Cet après-midi, nous allons avoir un certain nombre d'exposés qui vont explorer le langage naturel, la complexité du langage naturel, la notion de syntaxe et puis le rôle du langage naturel dans la conception, la conceptualisation, à la fois chez l'enfant et puis dans différentes cultures. Et nous allons commencer cet après-midi avec un exposé du professeur Luigi Rizzi, qui est professeur de linguistique générale à l'Université de Genève. Auparavant, il était professeur de linguistique à l'Université de Sienne. Et on peut dire qu'il a une carrière absolument exceptionnelle dans le domaine de la linguistique formelle. Il est membre de très nombreuses sociétés académiques, dont la Linguistic Society of America, la British Academy, l'Academia Europae. Il est titulaire actuellement d'un prestigieux projet de l'European Research Council, qui porte sur l'acquisition de la grammaire et l'organisation de la syntaxe, la cartographie syntaxique, un projet dont il va nous en parler, qu'il a initié. Il a une longue série de découvertes à son actif qui remontent au tout début de la linguistique formelle, en lien avec les travaux de Noam Chomsky. Il a été l'un des premiers à démontrer l'existence de paramètres minimaux qui distinguent les langues les unes des autres et qui a conduit à cette idée de principe et paramètres qui a été énoncée par Noam Chomsky dans les années 70. Il est l'auteur aussi d'une théorie de la minimalité relativisée, un concept très précis. Je le mentionne simplement pour dire que le livre en question, La minimalité relativisée, est un livre qui a été cité plus de 4000 fois, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel pour des travaux dans le domaine des humanités. Et donc, c'est un des fondateurs de la linguistique contemporaine que nous accueillons aujourd'hui, Luigi Rizzi, sous le titre « Complexité syntaxique et acquisition du langage ». Merci beaucoup, merci Stan. Je remercie les organisateurs pour m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être ici. Donc, dans cette présentation, je voudrais démarrer en évoquant une question qui a eu un rôle fondateur dans les études de syntaxe formelle, plus généralement de linguistique formelle dans le XXe siècle, c'est-à-dire la question de la combinatoire syntaxique et de son caractère illimité. Donc je vais parler un peu de ça, des systèmes de règles qui ont été mis en place pour traiter cet aspect, des représentations linguistiques qui ont été proposées, et puis je voudrais sauter immédiatement à un aspect de la recherche actuelle que Stan Dehaene a évoqué, c'est-à-dire la cartographie des structures syntaxiques. Les représentations syntaxiques sont des objets complexes, et la cartographie est la ligne de recherche qui essaye de donner une caractérisation précise, rendre justice en quelque sorte à cette complexité. Je voudrais ensuite parler de localité. Localité, ça veut dire que les représentations linguistiques sont très complexes, comme on l'a dit, mais les règles syntaxiques, typiquement, s'appliquent sur des domaines très limités de ces structures très riches et complexes. Je voudrais parler en particulier d'une classe d'effets de localité que le linguiste appelle effets d'intervention. Et je voudrais terminer en parlant de l'acquisition du langage. Alors, l'acquisition du langage, ce miracle qui est constamment sous nos yeux, les enfants arrivent à maîtriser très rapidement un système d'une grande complexité. Néanmoins, certaines constructions sont très difficiles pour les enfants. Donc, il y a une distinction à faire entre construction facile et construction difficile. La proposition que je voudrais faire est que la théorie de la localité, développée pour des raisons complètement indépendantes, a quelque chose à dire sur cette distinction au niveau de l'acquisition du langage. Voilà donc la question de départ. À tout moment, un locuteur peut produire ou comprendre une phrase nouvelle. Par exemple, il est très peu probable que vous ayez déjà entendu la phrase que je suis en train de produire en ce moment, à part de petites questions d'accent, de second language learner, mais en tout cas, très peu probable que vous ayez déjà entendu ça. Néanmoins, vous comprenez ce que je veux dire, on pourrait faire démarrer un dialogue, par exemple, discuter sur le contenu de cette phrase, et ainsi de suite. Donc, toujours des phrases nouvelles. Et autre chose,
l'ensemble des phrases possibles d'une langue naturelle est illimité. Il n'y a pas quelque chose qui correspondrait à la phrase plus longue du français, par exemple. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un organisme fini, comme nous sommes, peut maîtriser dans son utilisation quotidienne du langage un ensemble infini de phrases possibles? Cette question a des racines anciennes. Descartes a été déjà cité ce matin. Galilée aussi, dans son dialogue, a parlé de cette question. Humboldt, sans oublier Panini, qui justement a été rappelé ce matin et qui est l'auteur de la première véritable grammaire générative, comme nous avons entendu ce matin. Mais en tout cas, c'est seulement vers la moitié du XXe siècle qu'on a commencé, disons, à aborder ce problème de manière moderne avec les premiers travaux de grammaire générative de Chomsky. Donc, selon l'idée de base, la connaissance de la langue que nous tous avons, de notre langue maternelle, peut être conçue comme la possession tacite d'un système de calcul de structure, donc une petite grammaire mentale qui consiste de au moins deux types d'objets. Donc, il y a d'un côté un lexique, nous connaissons des mots, évidemment, et un ensemble de règles récursives. Alors, la récursivité est la caractéristique fondamentale qui permet au système d'engendrer une infinité de structures possibles, n'est-ce pas? Une règle récursive est une règle qui peut se réappliquer sur son propre résultat. Donc, c'est la propriété formelle fondamentale qui permet ce caractère illimité des structures dans les langues naturelles. En regardant plus précisément les règles que nous trouvons dans les langues naturelles, nous nous rendons compte que ces règles doivent faire deux types de choses. D'abord, elles doivent construire des structures, c'est-à-dire mettre ensemble des mots et former des entités d'ordre supérieur, de syntagme, puis des phrases, etc. Et ici, la récursivité joue un rôle crucial. Et deuxièmement, elles doivent exprimer de dépendance, c'est-à-dire dans ces représentations complexes, il est typiquement le cas que le contenu d'une certaine position dépend de propriétés d'une autre position. Donc il faut avoir des systèmes de règles qui établissent ces dépendances. Voilà, donc après quelques décennies de discussion sur la nature du mécanisme récursif fondamental, les linguistes, en tout cas certains linguistes, se sont mis d'accord sur l'idée que le mécanisme récursif est le plus simple imaginable, plus ou moins. C'est-à-dire un mécanisme appelé merge en anglais, qui dit prends deux choses, mets-les ensemble et forme une troisième chose. Merge est traduit parfois fusion, parfois combinaison, mais je garde le terme merge en anglais parce que je ne suis pas tout à fait satisfait des traductions en français. Donc je continuerai à parler de merge. Cette procédure est récursive en ce qu'on peut prendre cette entité ainsi créée et appliquer merge par rapport à un autre élément, et ainsi de suite, et construire une structure d'une complexité remarquable. Par exemple, on peut avoir une structure principale avec une phrase subordonnée, et cette structure complexe, qui est simplement la récapitulation d'une série d'applications de merge, peut évidemment être un constituant d'une structure encore plus complexe. Par exemple, si nous avons un verbe principal comme penser, Antoine pense que Jean dit que Marie pouvait rencontrer Pierre, etc. Donc nous pouvons continuer comme ça à étendre et complexifier une structure. Voilà, donc merge est un ingrédient très simple, un ingrédient de calcul très simple, mais son application récursive donne lieu très rapidement à des structures qui ont une grande complexité. Donc, comme je disais, la cartographie de structures syntaxiques, c'est cette ligne de recherche qui existe à partir des années, disons, fin des années 90, qui prend la complexité de structure comme son objet fondamental d'étude et essaye de se focaliser sur l'articulation interne, les propriétés, les détails des structures. Et cette étude est menée en dessinant des cartes. On va voir quelques exemples aussi précises que possible des différentes zones d'une structure. Donc, dès qu'on utilise cette sorte de loupe cartographique, le cadre qui ressort est le suivant. Donc, il y a toute une série de zones structurales dans la phrase, et ces zones sont analysables
comme séquence structurée d'éléments fonctionnels. Ici, la distinction fondamentale, la distinction entre lexique de contenu, disons, et lexique fonctionnel. Donc, lexique de contenu avec un contenu descriptif, donc c'est les noms, les verbes, les adjectifs. Lexique fonctionnel est constitué de petits mots comme les articles, les complémenteurs, les auxiliaires, ainsi de suite. Ces éléments fonctionnels ont un rôle extrêmement important dans les modèles récents de linguistique formelle. Et l'un des effets des études cartographiques, c'est de montrer la richesse, justement, des structurations fonctionnelles, dans le sens suivant. Prenons l'identification de certaines zones fondamentales de la phrase, classiquement. Donc, il y a une zone verbale qui exprime la structure argumentale. Donc, chaque verbe prend certains arguments et rend compte de qui fait quoi à qui, fondamentalement. Il y a une zone intermédiaire qui exprime, entre autres, le temps, passé, présent, futur, et une zone périphérique, la zone du complémentaire, qui exprime les caractéristiques générales de la structure qu'on est en train de regarder. Par exemple, si il s'agit d'une déclarative ou d'une question, ainsi de suite. Alors, chacune de ces zones, sous la loupe cartographique, devient quelque chose de beaucoup plus riche. Ici, vous avez par exemple la structuration de la zone T selon l'analyse de Guglielmo V. Donc, vous voyez une séquence de positions fonctionnelles qui expriment différentes propriétés et qui sont organisées dans une hiérarchie fondamentalement rigide. Mon propre travail sur le système du complémentaire, donc la partie périphérique et haute de la structure, arrive à des conclusions analogues. Donc, à la place d'une structure simple qui correspondrait, je ne sais pas, au français que, par exemple, en anglais that, etc., il y a toute une structuration fonctionnelle riche qui introduit toute une série d'éléments qui créent des positions pour différents types d'opérateurs, questions relatives, etc., ou pour exprimer des fonctions pertinentes au niveau discursif, comme topic, comme focus, et ainsi de suite. Voilà, donc ce type d'étude a eu une diffusion remarquable dans la dernière vingtaine d'années. On a commencé en dessinant des cartes pour certaines zones de langue romane et germanique, puis assez rapidement, cette manière de voir les choses a montré une vocation beaucoup plus générale. Il y a beaucoup de travail sur les langues indo-européennes, mais non seulement, langue finno-ugrique, langue sémitique, beaucoup de travail extrêmement important sur les langues africaines, beaucoup d'intérêt récent sur les langues d'Extrême-Orient. Donc, il y a toute une tendance d'études sur la cartographie du chinois et aussi du japonais, langue austronésienne, langue aborigène, et ainsi de suite, aussi langue créole et langue des signes, et un impact aussi considérable sur la dialectologie romane et germanique. Il est très utile pour étudier les dialectes d'avoir des cartes qui permettent d'identifier très précisément les points de différence dans des systèmes qui sont très proches. Donc, ça explique l'utilisation de ces méthodes. Voilà, mettons de côté pour un instant la cartographie et considérons l'autre mécanisme dont nous avons besoin, qui est un mécanisme qui crée des dépendances. Donc, par exemple, prenons une dépendance entre un verbe et son objet direct. Nous avons entendu ce matin le désir que le verbe a de prendre un objet direct, n'est-ce pas? Donc, la sélection de cette entité. Le fait est que souvent les éléments sont prononcés dans des positions différentes par rapport aux positions dans lesquelles un élément est interprété. Donc, par exemple, cet objet direct peut se trouver en position initiale dans une question, et cette position initiale peut être indéfiniment éloignée de la position où il serait interprété comme objet de lire. Quel livre penses-tu qu'on devrait lire? Quel livre doit être mis en relation avec le verbe lire? Autrement, on ne comprend pas cette phrase. La manière de voir les choses en linguistique formelle, c'est de dire il y a une représentation abstraite où l'objet figure dans sa position canonique d'objet, où il est interprété comme argument de ce verbe. Ensuite, il y a une règle de mouvement
qui déplace l'élément à la position initiale. Donc de cette manière, on exprime cette relation. Mais ici, il y a une dépendance entre deux positions, entre une position initiale et une position vide, que les linguistes appellent une trace, qui doit être interprétée. Voilà. Localité. Le mouvement est assez libre, mais il est soumis à des effets de localité. Par exemple, l'effet d'intervention. Prenons le fait qu'à partir d'une déclarative, on peut toujours sortir dans des langues comme le français un élément interrogatif. Que penses-tu que Jean pourrait acheter? Que correspond à l'objet d'acheter. Mais à partir d'autres types de structures, comme les questions indirectes, tu te demandes qui pourrait acheter ce livre. Si vous essayez de sortir l'objet, vous obtenez une structure bizarre. Que te demandes-tu qui pourrait acheter? N'est-ce pas une structure qui est jugée par le locuteur natif comme une structure bizarre, en quelque sorte. Cette petite étoile correspond au bas niveau d'acceptabilité de cette structure. L'idée, c'est de traiter cet effet comme un effet d'intervention, c'est-à-dire dans le mouvement à partir de l'interrogative indirecte, un élément interrogatif croise un autre élément interrogatif et ceci ne va pas. Il y a un principe qui bloque ce type d'effet. Le principe minimalité relativisé que Standéan a cité avant, il dit la chose suivante. Dans cette configuration où il y a trois positions, X, Z et Y, on ne peut pas établir une relation locale entre Y et X en sautant, pour ainsi dire, de l'autre côté d'un élément intervenant comme Z. Si Z intervient hiérarchiquement entre X et Y, et Z est une position du même type, étant donné une certaine typologie de position, que X. Qu'est-ce que ça veut dire intervention hiérarchique? Il ne suffit pas que l'élément qui détermine l'effet intervienne dans la séquence linéaire. Il y a une manière de représentation qui correspond au fait qu'il y a plusieurs mots et ces mots sont l'un après l'autre. Mais si vous regardez par exemple une phrase anglaise comme celle-ci, The uncertainty about who won dissolved at 5, il est parfaitement possible de former une question et demander à quelle heure l'incertitude s'est dissipée, donc obtenir quelque chose comme 6. When did the uncertainty about who won dissolve? Ça va très bien. Malgré le fait qu'un élément comme who intervient linéairement entre la trace et l'opérateur interrogatif. Pourquoi il n'y a pas d'effet d'intervention ici? Tout simplement parce que si on considère la structure hiérarchique de cette phrase, who se trouve trop profondément enchâssé. Vous voyez, il n'est pas suffisamment en haut dans l'arbre pour pouvoir interférer dans la relation entre quand et sa trace. Donc c'est seulement quand l'intervention est hiérarchique que nous avons un effet d'intervention. Deuxième chose, les positions sont définies par des traits syntaxiques. Donc il y a un trait de question, par exemple. Ce que et qui ont en commun, c'est ce trait de question. Donc quand ils partagent un trait de question, on a un effet d'intervention. Troisième chose, les acceptabilités ou les inacceptabilités sont graduées. Il y a une gradation, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas le cas que tout est aussi inacceptable. Par exemple, on a observé dans plusieurs langues que l'extraction d'une question indirecte d'un élément simple comme what ou que en français est plus dégradé que l'extraction d'un élément complexe comme which book. Donc, which book do you wonder who could buy est systématiquement considéré légèrement meilleur, tout en étant bizarre, par rapport à what do you wonder who could buy en anglais. On a retrouvé la même chose en français, on a trouvé la même chose dans beaucoup d'autres langues où on a regardé cette propriété. Alors pourquoi y a-t-il cette différence? Ici, ce diacritique veut dire simplement légèrement moins mauvais que ça. On peut préciser ces notions, on peut utiliser des échelles de Likert, par exemple, pour avoir un sens quantitatif précis de ces gradations, mais on peut procéder comme ça. Alors, comment traiter la gradualité de l'acceptabilité? Dans l'approche classique, les principes grammaticaux sont binaires. Ou bien une structure respecte un principe, donc c'est grammatical, ou bien elle viole le principe, c'est agrammatical. Mais en effet, la réalité empirique est beaucoup plus riche, n'est-ce pas? Typiquement,
on est confronté à des échelles d'acceptabilité. Alors, est-ce qu'on peut essayer de traiter ces échelles? Ici, on peut profiter de cette notion de trait syntaxique. On peut concevoir que dans la configuration d'intervention de la minimalité relativisée, le principe favorise le cas où la cible de la relation et l'élément intervenant sont maximalement distincts, n'ont rien en commun. Donc, quand ils n'ont rien en commun, la structure est bonne. Par contre, le système pénalise le cas où la cible et l'élément intervenant ont quelque chose en commun. Et la pénalisation est plus forte si X et Z ont tout en commun. Donc, ils partagent exactement tout le système de traits. Donc, il y a une sorte de hiérarchie naturelle de distinction. Le meilleur cas est le cas où la cible et l'intervenant n'ont rien en commun, donc disjonction. Le pire cas est où la cible et l'intervenant ont tout en commun, identité. Et il y a un cas intermédiaire où la spécification de la cible inclut proprement la spécification de l'intervenant et qui donne lieu à ce statut intermédiaire dans l'acceptabilité. Okay, donc on peut formaliser les choses de manière plus précise, mais regardons simplement comment le système marche dans des cas concrets. Donc, prenons le cas où on a sorti un élément interrogatif d'une déclarative. Il n'y a rien qui intervient hiérarchiquement qui aurait une spécification comparable. Donc, la structure est bonne. De l'autre côté, on sort un élément comme what d'une question indirecte. Eh bien, il y a un intervenant qui a exactement la même spécification en trait que l'élément intervenant. Donc, on est dans le pire cas. Et puis, il y a le cas intermédiaire de l'inclusion où l'élément qui est sorti partage en effet la spécification de l'élément intervenant, mais il a aussi quelques autres spécifications. Ici, ce trait NP veut dire simplement il y a un nom, tout simplement. Il y a un nom. Et donc, la spécification globale de which book est supérieure par rapport à la spécification de what. Voilà, donc pourquoi cette différence entre what et which book? Ici, on peut dire que locality means cartography, c'est-à-dire la théorie de la localité a besoin de la cartographie qui montre que deux éléments comme what et which book, ou que et quel livre, typiquement ne ciblent pas exactement la même position dans la périphérie gauche de la phrase. Donc, un cas assez extrême de cela se trouve dans ces dialectes italiens du nord-est comme le bellunese, où un élément interrogatif complexe est placé en position initiale de phrase, tandis qu'un élément interrogatif simple est placé en position finale. Donc c'est fortement, dramatiquement différent. Il y a beaucoup d'arguments qu'on peut donner pour cette conclusion. Ici, il y a des faits du bavarois que je ne vais pas discuter. Ici, il y a des faits du roumain et du bulgare qui montrent que dans ces langues où, quand il y a plusieurs éléments interrogatifs, on les déplace tous au début, ils apparaissent dans l'ordre, l'élément plus complexe précède l'élément plus simple. Donc ça montre que la carte de la périphérie initiale de la phrase a une position plus haute pour un élément de question complexe et une position plus basse pour un élément simple. Et donc, il est raisonnable de compter ce système de traits quand on calcule les possibilités de localité et d'intervention. Voilà, je voudrais passer à la dernière partie de la présentation et parler d'acquisition du langage. Donc, dans l'acquisition du langage, l'enfant va très rapidement, très efficacement. Néanmoins, il y a certaines constructions grammaticales difficiles. Le passif, c'est un cas. Certains types de relatives, certains types de questions sont difficiles. Alors, qu'est-ce qui détermine la difficulté qui continue bien au-delà de l'âge début de la scolarisation? C'est des constructions qui sont manifestement difficiles. Voilà, donc je voudrais tirer ces exemples et parler de relatives sur le sujet et sur l'objet à partir de cet article
avec Adriana Belletti et Naama Friedman, ce qu'on constate est que dans la même construction, où il y a des relatives sur le sujet, montre-moi l'éléphant qui lave le lion, par exemple, et une relative sur l'objet, montre-moi l'éléphant que le lion lave, il y a une grosse différence. Donc l'enfant à 3 ans et demi comprend cette structure. Donc, par exemple, si vous faites un petit test de ce genre, montre-moi l'éléphant qui lave le lion, l'enfant à 3 ans et demi est déjà capable d'indiquer ce caractère sans aucun problème. Tandis que si vous prenez la relative objet, montre-moi l'éléphant que le lion lave, nous sommes au hasard fondamentalement. Donc l'enfant n'arrive pas à comprendre la structure, à analyser structurellement cette configuration, donc il choisit l'une ou l'autre des deux images fondamentalement. Alors, cette asymétrie entre relative sujet et relative objet a été testée en plusieurs langues. Là, il y a toute une industrie qui s'est créée en relation avec l'article que j'ai cité avant. Donc, on a montré cette asymétrie en français, en italien, portugais, roumain, allemand, anglais, catalan, etc. Et puis, dans les langues non indo-européennes, hébreu, chinois. Le cas du chinois est extrêmement intéressant parce que la structure de la relative est assez différente. Néanmoins, on trouve la même asymétrie. Basque. Donc, c'est quelque chose de robuste, de stable à travers les langues. Alors, comment interpréter cet état de choses? Dans l'article avec Belletti et Friedman, on a proposé d'interpréter ça en termes du principe d'intervention, justement, dans la manière suivante. Dans le cas de la relative sujet, donc où il y a un trou en position sujet, rien n'intervient entre le trou, disons, et la tête de la relative. Donc, il n'y a pas de grand problème. Tandis que dans le cas de la relative objet, il y a quelque chose qui intervient, bien sûr, et c'est le sujet. Le sujet a quelque chose en commun avec la tête de la relative, cette spécification justement de la restriction lexicale, et l'hypothèse qu'on a faite est qu'il y a donc bel et bien un effet d'intervention ici qui crée la difficulté. Alors, comment tester la pertinence de la minimalité relativisée? Tout simplement, on a pris comme ligne de base la structure difficile, montre-moi l'éléphant que le lion lave, et on a manipulé ou bien la tête de la relative, ou bien le sujet intervenant, de telle manière à obtenir une structure où les deux positions n'auraient plus rien en commun. Donc, par exemple, on a comparé, ici c'était en hébreu, des relatives sur l'objet avec une tête lexicale, donc j'utilise ici le français comme métalangue, où on a le problème qu'on a vu, et comparer ça avec des relatives ainsi dites libres. Montre-moi qui le lion lave. Vous voyez ce qui se passe est qu'ici, l'élément qui introduit la relative n'a plus de restriction lexicale. En effet, la compréhension de la part des enfants monte très significativement. Même chose qu'on a fait, c'était de manipuler à partir de la structure de base la structure du sujet intervenant, par exemple en mettant un pronom sans restriction lexicale. Ici aussi, on a enlevé l'élément que l'intervenant et la tête de la relative auraient eu en commun, et ici aussi, on voit une amélioration importante et significative de la compréhension de la part de l'enfant. Ici, en compréhension, on a fait exactement les mêmes tests en production. En production, on a vu exactement de la même manière, de manière tout à fait parallèle à la compréhension, que les enfants évitent absolument de créer, dans des contextes d'élicitation, des relatives sur l'objet, tout en produisant systématiquement des relatives sur le sujet. Voilà, je pense que je suis arrivé plus ou moins à la fin, donc je voudrais conclure en observant que dans cette manière de voir les choses, le système de la localité est commun à la grammaire adulte. En effet, il a été proposé pour des raisons totalement différentes, donc ces difficultés d'extraction dont nous avons parlé avant pour la grammaire adulte, mais le système de la localité dans son complexe est commun au système enfantin et au système de l'adulte, mais il faut qu'il y ait au moins une différence, évidemment, parce que pour l'adulte,
dont les adultes comprennent et produisent sans problème les relatives sur l'objet, jugent ces structures pleinement acceptables. Donc il y a au moins dans un système homogène une différence entre l'utilisation qui est faite par la grammaire adulte et l'utilisation qu'on observe chez l'enfant. Alors l'idée, c'est de dire que nous avons effectivement un système uniforme, donc nous avons la même hiérarchie de distinction avec ces 3 degrés, les mêmes ingrédients, donc les mêmes traits syntaxiques, mais les points de coupure du système enfantin et du système adulte ne sont pas les mêmes. Le système enfantin est plus restrictif, donc il ne tolère que le cas optimal, le cas où l'intervenant et la cible n'ont rien en commun, fondamentalement. Tandis que le cas de l'adulte est plus tolérant, il admet le cas où vous avez quelque chose en commun, tout en continuant à exclure le cas où les 2 éléments ont tout en commun, donc les cas d'identité. Donc ça, c'est la manière qui a été proposée pour rendre compte de la différence entre adultes et enfants dans un système qui est autrement structuré de la même façon. Alors, je voudrais conclure. Ici, donc, on a vu que les mécanismes de la combinatoire syntaxique sont très simples. Merge est aussi simple qu'on peut imaginer un mécanisme combinatoire. Le mouvement est aussi un processus très simple. Je ne vais pas formaliser, mais c'est extrêmement simple. En effet, il peut être réduit à un cas particulier de merge, si on veut. Mais l'application récursive de ces 2 entités peut engendrer des structures d'une grande complexité. La cartographie, donc, est cette ligne de recherche qui traite des détails de ces complexités. La théorie de la localité traite, entre autres, des effets d'intervention. Il y a d'autres chapitres de la théorie de la localité dont je n'ai pas parlé et qui sont systématiquement observés dans les langues du monde. Et dont la localité fait une utilisation cruciale des résultats de la cartographie pour la définition de la typologie des positions. Donc, la localité a besoin d'une typologie des positions et la cartographie fournit cette typologie. Donc, il y a une interaction forte entre ces 2 aspects de l'étude du système adulte. Et ensuite, l'acquisition du langage révèle l'existence de certaines difficultés systématiques que j'ai brièvement illustrées avec les relatives objets, et la théorie de la localité fournit les instruments formels, selon les hypothèses que nous avons considérées, pour analyser ces difficultés d'une manière détaillée et les ramener à quelque chose de plus général, donc à la grande famille des effets d'intervention. Et je m'arrête à ce point. Merci beaucoup.